On va peut-être recommencer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez nos invités. Donc, je vais vous les représenter si vous ne les connaissez pas. D'abord, complètement au bout, face à moi, vous avez Marge Nantel, qui a été la première lauréate du prix Avantérial avec L'ombre du miroir. Elle a toujours des titres un petit peu longs. Ensuite, vous avez Fabien Cerruti, qui est entre autres l'auteur du Bâtard de Cossigan, que je vous recommande, une magnifique épopée. Enfin, épopée, bon, c'est particulier, c'est une histoire vraiment originale et très très bien écrite en plus de ça. Stéphane Dessienne, qui est plus spécialisé en science-fiction, mais une science-fiction qui n'hésite pas à mélanger les genres et avec lesquels on peut avoir des zombies, beaucoup de surprises. Voilà. Ils ont tous les trois en commun d'écrire des romans qui sont plutôt longs, mais qui en même temps, on n'arrive pas à les lâcher. Ce qu'on appelle des page-turners. Donc aujourd'hui, je me propose de leur demander comment on conçoit un page-turner. Alors lequel Alors comment on conçoit un page-turner j'avoue que je ne saurais pas trop dire si j'ai une recette. Moi déjà j'ai une recette, c'est que généralement quand j'arrête d'écrire une scène, je m'arrête toujours à un moment où je me dis là je les ai laissés bien dans la mouise, il va vraiment falloir que je recommence vite. Qu'est-ce qui va leur arriver après? Parce qu'il ne faut pas croire que je sais ce qui arrive à mes personnages, hein, surtout. Ça, ce sont les personnages qui me disent ce qui vont leur arriver. Donc déjà, ça fait peut-être page turner parce que moi-même, je me fais des petits défis, je me fais des cliffhangers pour me donner envie d'écrire, pour voir un petit peu ce qui vont leur arriver. Alors des fois, je me fais un petit peu avoir par mes propres cliffhangers. Je me souviens d'un jour où j'ai écrit quelque chose et ça se terminait par « Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire ». Et 2 mois plus tard, je n'avais pas la moindre idée de ce que le personnage avait à faire. C'est à double tranchant. Mais je crois que j'ai retrouvé par la suite et j'espère que le lecteur a eu plaisir à tourner la page pour découvrir lui aussi ce que mon personnage avait à faire. Moi, j'ai une règle que j'aime bien appliquer. C'est une règle qui est un peu pas sage du tout, en tout cas. C'est ce que j'appelle la règle du sadisme. Et la règle du sadisme, elle repose sur un principe bien simple. Toutes les misères que l'on peut faire au personnage, c'est des misères que l'on fait au lecteur ou à la lectrice. Donc pourquoi? Parce que le lecteur va s'identifier soit au héros, soit souvent aussi c'est des personnages secondaires. Donc à partir du moment où on crée un attachement soit au héros, soit à l'héroïne, soit à un personnage secondaire qui sont très très importants dans l'histoire, en général quelqu'un qui déclenche l'attachement, c'est lui qui devient la cible de la règle du sadisme. Donc il va passer par tout un tas d'états émotionnels, il va devoir affronter un grand nombre de péripéties, certaines parfois plus que le héros même. Et donc quand cette règle fonctionne, en général, les personnes qui suivent les aventures de ces personnages ont vraiment envie de savoir ce qui va encore lui arriver. Qu'est-ce qui va encore lui tomber sur la tête? Quelle tuile il va encore devoir régler ou affronter? Donc c'est ce que j'appelle la règle du sadisme. C'est fourbe. Très. Pour ma part, je me retrouve un petit peu dans ce qu'ont dit mes camarades. Je ne prévois pas spécialement les choses à l'avance. Je suis ce qu'on appelle en général un jardinier, donc j'écris selon l'inspiration du moment. Mais globalement, lorsque effectivement on a des scènes
il y a plusieurs schémas en fait. C'est-à-dire que, effectivement, dans les scènes d'action, on peut utiliser des petits cliffhangers, on peut aussi raccourcir énormément les chapitres de manière à alterner des petits chapitres vifs sur des petits moments d'action comme des sortes de petits flashs comme ça, et qui s'ils se succèdent assez rapidement les uns aux autres, donnent une impression, une envie d'aller plus vite, d'aller absolument voir la fin et de suivre l'action de cette manière-là, un peu saccadée. Après, il y a le page turner, il doit également être un page turner, mais pas uniquement dans les scènes d'action. Il faut aussi qu'il soit un page turner dans les scènes de description, auquel cas, là, il faut travailler la capacité visuelle du lecteur à concevoir ce qu'on veut lui faire voir en peu de mots. Pour moi, hein, évidemment, chacun a sa façon de faire. Donc, l'idée, pour moi, c'est un petit peu de procéder par touche, en appelant dans l'esprit du lecteur des références visuelles qu'il peut avoir sur des châteaux médiévaux ou sur telle ambiance à la cour royale ou autre. On n'a pas besoin de grand-chose parce que de nos jours, tout le monde a vu tellement de séries ou tellement de films que quelques mots souvent suffisent pour que le lecteur se rende bien compte de l'ambiance ou de l'atmosphère. Donc dans mes scènes de description, j'essaye d'être là aussi de travailler par touche pour créer du visuel, et un visuel agréable, qu'on a plaisir à suivre. Le plaisir amène aussi l'envie de continuer et de tourner la page et d'aller plus loin. Et de manière générale, moi j'utilise assez peu les retournements de situation ou les choses comme ça. Je préfère instiller du mystère, c'est-à-dire instiller des éléments d'information qui sont, on le sent, hyper importants, mais pour lesquels on n'a pas la réponse. Donc on a envie d'avoir cette réponse, et cette envie de savoir, cette curiosité finalement intellectuelle du lecteur, eh bien, je m'en sers pour lui donner envie d'aller plus loin et pour le tenir dans l'histoire et dans le récit. C'est flagrant, ne serait-ce que dans l'incipit du bâtard. Oui, voilà. Ouais. C'est vraiment, on a envie de comprendre. Oui, dans l'incipit du bâtard, c'est-à-dire au tout début, c'est écrit en vieux français, c'est le seul passage qui est écrit en vieux français, c'est peut-être 15 lignes, 12 lignes ou quelque chose comme ça, où il explique que d'abord il parle à son descendant, et il lui dit qu'il va raconter son histoire, mais qu'il va mentir pour que ses ennemis ne puissent pas savoir exactement trouver le vrai du faux. Voilà. 12 lignes comme ça, et déjà on voit qu'il y a des choses à savoir, qu'il y a du mystère derrière tout ça. Et voilà, c'est un exemple de façon d'accrocher un petit peu l'intérêt du lecteur. Il y en a 1000, hein, évidemment. Mais... De rebondir ou... Sur le mystère, justement, moi je sais que dans l'ombre des miroirs, c'était un petit peu aussi le ressort, parce qu'il y a un mystérieux homme à la pipe dont on ne voit pas le visage, juste la fumée de la pipe qui sort. Et en fait... C'est Magritte, non? Alors je pensais plutôt au personnage de l'inspecteur Gadget avec son chat, voilà, qui tourne sur son fauteuil et dont on ne voit jamais le visage. Mais bon, c'est très Renaissance pourtant. Et en fait, je te rejoins sur le mystère. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui pouvait donner envie aussi au lecteur de s'attacher à l'homme à la pipe et de suivre jusqu'à la fin, c'est il y a les gens qui, jusqu'au bout, se sont dit « mais qui est-il ?» parce que c'est quand même le traître. Et puis, il y a ceux qui avaient trouvé et puis qui, jusqu'au bout, disaient « mais quand est-ce que les autres personnages vont comprendre que c'est lui ?» Et finalement, je pense que les deux versions donnaient envie d'aller jusqu'au bout et de comprendre qui était l'homme à la pipe. Et toi, entre autres, dans Voyageurs, tu utilises le double avec l'enquête sur l'histoire elle-même, en fait, puisqu'on a deux visions de... Oui, il y a deux trames en fait dans Voyageurs. Pour résumer, donc Voyageurs, je l'ai écrit en
lors de l'anniversaire du lancement des sondes voyageurs en 1977. Ça fait 40 ans qu'elles volent dans l'espace profond, très très loin de la Terre. Et donc l'idée, c'était de se dire que 2 siècles plus tard, en 2177, il y a une expédition qui est montée pour essayer de les récupérer, ces sondes. Parce que c'est l'histoire, c'est notre patrimoine, c'est tout un tas de choses. Et l'expédition est montée, donc on envoie un vaisseau avec un équipage. Et cet équipage retrouve effectivement la sonde, mais sur cette sonde, il y a une pièce manquante. Et cette pièce manquante, c'est pas n'importe laquelle. C'est le disque, ce qu'on appelle le Golden Disc, le disque d'or, où l'humanité a enregistré un message à destination d'une éventuelle civilisation extraterrestre. Pourquoi ce disque a disparu? Est-ce qu'il s'est détaché en chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un l'a récupéré? Quand il récupère la deuxième sonde, parce qu'il y a eu Voyageur 1 et Voyageur 2, il se rend compte qu'il y a la même disparition sur cette deuxième sonde, donc ça ne peut pas être une coïncidence ni un hasard. Donc l'enquête se lance, et l'astuce de narration, si je peux dire, c'est qu'on suit ce qui se passe en 2177, au moment où l'équipage fait les découvertes et va de fil en aiguille pour remonter l'histoire et trouver finalement ce qui s'est passé. Et 2 ans plus tard, en 2179, on a la capitaine de ce vaisseau qui est interrogée par un inspecteur qui lui demande pourquoi est-ce qu'elle a perdu son équipage et qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a un double effet qui se coule, dans le sens où le lecteur sait qu'il s'est passé quelque chose, que la capitaine a l'explication, mais elle ne va pas la donner tout de suite parce que c'est l'enquêteur qui pose les questions. Et de l'autre côté, il a le déroulement de l'affaire. Donc ici, dans la construction, dans la narration, qui permet effectivement de titiller la curiosité du lecteur, c'est de lui donner une partie des réponses, parce que les 2 trames se répondent l'une à l'autre. Quand l'inspecteur lui dit bon, vous avez trouvé le vaisseau à tel endroit et à tel moment, qu'il y a une anomalie qui a été enregistrée, oui, c'est une anomalie de masse. Donc on s'arrête là. Qu'est-ce que c'est qu'une anomalie de masse? Oui, parce qu'il y avait trop de poids, etc. Et donc on rebascule dans la première trame en expliquant effectivement ce qui s'est passé, comment ils ont découvert ça et de quelle manière ils ont développé l'affaire. Donc là, c'est une construction donc en 2 trames, et je fais ça assez souvent dans mes ouvrages. Oui. Et dans un genre un petit peu totalement différent, puisque toi, c'est plutôt du médiéval fantastique. Dans Le Bâtard, tu joues un petit peu aussi sur 2 époques. Oui, sur 2 époques, et même plus que ça, en fait, dans la mesure où avec Les Secrets du Premier Coffre, qui est le hors-série, on a aussi des histoires qui peuvent se dérouler jusqu'à 7000 ans auparavant. Et voilà, on va découvrir une partie des mystères. Et chaque livre, donc il y a 4 livres dans la série, sachant que chacun est indépendant, plus le hors-série. Et dans chaque histoire, on va trouver des éléments extrêmement importants de révélation et d'information alors, vous savez sans doute pas, mais le principe globalement de cette série, c'est que ça se situe dans notre véritable histoire, avec de vrais événements historiques, avec la vraie société, la vraie civilisation médiévale, éventuellement antique et autres. Si ce n'est qu'on se rend compte que des éléments surnaturels existent vraiment. Au XIVe siècle, il reste une communauté elfique en Champagne. L'un des derniers dragons en Auvergne est allié au Seigneur des Marches. L'Inquisition pourchasse les derniers sorciers qui pratiquent la magie du feu. Et 500 ans plus tard, le descendant du héros, lui, essaye de savoir si tous ces éléments surnaturels peuvent avoir été réels. Est-ce que tout ça a pu exister ou pas? Et si oui, comment ça a disparu de l'histoire officielle? Ça laisse beaucoup de réponses à donner. Et donc dans chaque tome, il y a des informations vraiment importantes, mais qui sont différentes des autres tomes. Et ça peut être parfois une sorte de jeu de pistes.
C'est-à-dire que, alors maintenant c'est regroupé dans un recueil, mais auparavant les nouvelles étaient dans des anthologies. Et par conséquent, pour avoir la réponse et le puzzle en entier, il fallait lire les livres, aller jeter un coup d'œil ici, dans telle nouvelle ou dans telle autre nouvelle. Et c'est à la fois un peu excitant intellectuellement de se dire qu'on peut vraiment comprendre la totalité de ce qu'il y a à comprendre. Et en même temps, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, si vous ne lisez qu'un seul roman, c'est pas grave. Vous aurez, il sera construit de manière à ce que le mystère et l'intérêt qui a été suscité par l'histoire, eh bien, on y réponde dans ce roman-là précisément. Donc chaque roman, du coup, est indépendant avec ses mystères qui s'emboîtent, se complètent, mais sont en même temps traités individuellement. Toi aussi, tes romans sont tous écrits dans le même univers, finalement. En tout cas, les trois qui sont... Les trois qui sont parus, en effet, dans l'ombre des miroirs qui se passe avant les deux autres. Donc, où les ambiances changent, je suis restée dans le même monde. Tous sont interconnectés parce qu'ils ont tous une petite référence géopolitique, de commerce, de lieux les uns aux autres. Ce qui permet de les relier, mais ce sont tous des one-shots. Les personnages principaux sont toujours différents. Après, il y a toujours un système d'enquête à chaque fois. Comme on parlait tout à l'heure, toi tu as 2 trames. Moi, j'ai toujours une trame, mais j'ai 2 ou 3 intrigues. Et ce qui fait souvent qu'on a aussi, enfin, moi j'aime bien parce que ça me permet d'écrire aussi et puis de me motiver, c'est la temporalité des intrigues et des révélations. Parce qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, par exemple dans La Cité sous les cimes, qui est le dernier sorti, se posent plusieurs questions. Déjà la question de mes 2 personnages principaux qui se retrouvent quelque part, quelque camp, parce qu'ils se rendent compte relativement rapidement qu'ils ne sont pas à leur époque, qu'ils sont 400 ans plus tôt. Il y en a un qui le prend très très bien d'ailleurs, c'est « Ah, oups ». L'autre un petit peu moins bien. Donc bon, il y a cette question de pourquoi on est tombé là, comment on rentre, on va dire, est le fil rouge. Mais ce qu'il découvre sur place, c'est une autre intrigue. C'est qu'est-ce qui a vrillé à un moment pour que cette connexion entre 2 époques puisse avoir lieu. Et enfin, une des autres intrigues, c'est que les 2 personnages vont découvrir des choses sur eux-mêmes, dont un des personnages qui est le demi-dragon va littéralement découvrir comment il fonctionne et d'où il vient. Et ces intrigues sont diluées et les révélations tombent au coup par coup, s'imbriquent, mais arrivent les unes après les autres. De manière absolument jubilatoire. J'ai perdu un petit peu le fil. Je m'excuse. Vous avez presque répondu à toutes mes questions. C'est un peu dans le désordre, mais on y arriverait presque. Je regarde un petit peu le temps qui nous reste. Est-ce que vous avez des questions avant que nos auteurs vous parlent un petit peu de leur projet éventuellement? Toi, tu veux... J'ai encore des petites choses à dire. Oui, vas-y. Si c'est possible. Alors, Bernard Werber disait que ce qui est très important, c'est d'attraper le lecteur et de le garder avec le suspense et le mystère. Et que lui, il trouvait par exemple fabuleux d'avoir une question en suspens, que le lecteur s'y attache, et puis à la fin, le personnage va pour donner la réponse, et là, il meurt. Et finalement, il dit ça c'est bien, même si le lecteur n'a pas la réponse. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est très important de donner les réponses. Je pense que dans des séries télé également comme Lost, qui était une série qui était justement basée sur le fait de créer toujours de l'envie, du mystère, il y a quand même beaucoup de mystères qui n'ont pas été résolus ou traités. Et je trouve que ça a contribué à donner au final une mauvaise image de la série. Donc le mystère, oui, mais pas juste pour lui-même. À mon avis, la réponse fait partie aussi de la construction et de l'intérêt général. En fait, c'est tenir la promesse au lecteur. Tenir la promesse. Parce que si on ne donne pas de réponse, d'une certaine manière, on trahit le lecteur. On peut générer un page turner artificiel, mais il faut amener la réponse à la fin.
Et puis sinon, vous pouvez aussi utiliser de l'encre à base d'opium. Et normalement, au bout de quelques pages, le lecteur ne peut plus s'arrêter et voilà, ça fonctionne bien aussi. Je vous ai donné tous mes trucs. Et ouais, c'est ça, comme dans le nom de la rose. Et une petite dernière chose, j'aime bien aussi travailler sur ce que pense le personnage. Parce que ça le rend plus humain, ça le rend plus proche, et on s'intéresse plus finalement à ce qu'il va choisir, ce qui va lui arriver, etc. Ça crée une sorte de connexion. Ça ne fonctionne pas forcément pour chaque lecteur, mais ça peut créer une connexion entre le lecteur et le personnage qui lui donne encore plus envie de savoir ce qui va se passer, de savoir ce qui va arriver, et au fur et à mesure du livre. Voilà, à travers les pensées du personnage ou à travers ses réactions, ses craintes, ses peurs. Voilà, on peut avoir un personnage qui est très fort, mais qui, en réalité, au fond de lui, n'emmène pas large ou qui ment et qui, en même temps, angoisse un peu de savoir si ça va se voir ou pas, ou des choses comme ça. Et je trouve ça assez intéressant pour créer la connexion. Avoir des personnages qui restent humains. Moi, j'aurais une troisième technique, enfin une troisième vision en fait des choses à vous présenter. C'est ce que j'appelle l'entonnoir. L'entonnoir, c'est typiquement le cas de la série Toxique. Donc Toxique, c'est une histoire d'aliens qui envahissent la planète Terre dans le but de commercialiser la viande humaine. Hein, donc ils sont particulièrement friands de nos phalanges qui trempent dans des espèces de sauces pour les croquer. Et donc quand les aliens montent leur plan d'invasion, ils envahissent la Terre et donc ils investissent énormément de moyens, d'argent, parce que ce sont des mercenaires, ils sont là uniquement pour faire de l'argent, et ils se rendent compte en arrivant que l'humanité est avariée par une pandémie zombie, et la nourriture, elle vaut plus rien. Et donc les aliens sont à la recherche d'un antidote pour restaurer la valeur commerciale de l'humanité, et le groupe d'humains que l'on suit dans l'affaire, lui, veut retrouver l'antidote pour sauver sa peau et éventuellement essayer de sauver ce qui reste à sauver. Et donc la technique de l'entonnoir, c'est tout simplement de fermer petit à petit toutes les options. C'est-à-dire au départ, on a une vaste palette de réactions possibles des gens. Ils peuvent faire telles actions, ils peuvent entreprendre telle et telle chose, mais ça va entraîner des conséquences, évidemment. Et au fur et à mesure, on va créer une espèce d'entonnoir où au bout, il n'y aura plus qu'une seule chose à faire. Et cette chose qui va rester à faire, c'est quelque chose qui est impensable. Et comment ils vont faire? Comment est-ce qu'on va, une fois qu'on est enfermé dans cet entonnoir, comment on va en sortir? Comment est-ce qu'on va passer de l'autre côté? Et quelle va être la solution? Et dans Toxique, tout part de travers. Ça part constamment de travers, et ils se ferment peu à peu toutes leurs options jusqu'au bout du bout où ils sont dans une situation complètement inextricable. Et le lecteur est là et a envie de savoir, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir de là? Donc c'est ce que j'appelle la technique de l'entonnoir. Donc on ferme toutes les options au fur et à mesure du récit. Et comme tu disais, parfois on ferme les options, mais nous-mêmes on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir. Et parfois, ce qui est terrible, c'est qu'on peut laisser un chapitre et on part en vacances ou quelque chose comme ça, et on revient 3 semaines, un mois après, un mois et demi après, et c'est là qu'on se rend compte que au moment où on l'a écrit, parfois c'est un peu différent, c'est-à-dire au moment où on l'a écrit, on avait une petite idée de ce qu'il fallait faire pour s'en sortir, mais on l'a complètement oublié. En nageant dans la mer et en faisant un petit road trip ici ou là, et quand on revient, on sait plus du tout. Alors on fouille fébrilement ses notes, on essaye de retrouver, et parfois il faut juste essayer de réinventer, et on retrouve pas ce qu'on avait fait, mais on peut trouver parfois autre chose. Mais c'est pas évident de trouver les solutions, hein, c'est pas évident. Alors dans la même ligne, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est d'avoir la révélation qui tombe au bon moment. Voilà, parce que souvent, personnellement, je sais que j'aime bien les fins de chapitre un peu en cliffhanger, ou pas forcément parce qu'on va laisser le personnage vraiment sur le bord de la falaise, mais des fois parce qu'il va y avoir la révélation à ce moment-là qui va redéclencher des interrogations. Et dans La Cité sous les cimes, je me suis retrouvée à un moment dans une situation un peu bizarre, justement, mon éditeur qui me dit « Oui, enfin là, ta révélation, on l'avait vu venir. » Pas moi. J'ai eu la révélation quand j'ai écrit la fin du chapitre. Je me suis dit, c'est ça. Et
Et voilà, donc des fois on fait soi-même, on se fait des cliffhangers, des fois on ne sait plus ce qu'on devait noter après, mais des fois en fait la solution s'impose tellement d'elle-même qu'on en est ébahi et qu'on ne l'avait pas du tout vu venir. Des questions dans le public? Non? Eh bien, moi je vous propose de savoir quels sont vos prochains projets, quelles sont les sorties à venir. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous parler peut-être bon, toi tu as parlé pas mal de la Cité des Cimes, mais beaucoup moins d'Orcaste par exemple. Toi tu t'es lancé dans de la SF. Et puis toi, tu as remporté le prix et peut-être parler un petit peu chacun à votre tour et puis éventuellement de vos projets suivants. Actuellement, je boucle une série qui s'appelle Extinction. Extinction, dont la première saison est parue aux éditions du 38 en début d'année. C'est l'histoire d'une archéologue en pâte. Donc elle a un don d'empathie, c'est-à-dire que quand elle touche un objet qui est très très vieux, qui peut avoir plusieurs millions d'années, elle a des visions, elle voit des choses et elle comprend ce qui s'est passé. Et notamment le premier épisode qui s'appelle Glaciation Varanger se déroule sur une planète qui a été congelée, tout est congelé, l'atmosphère est congelée et tout, à la suite d'une guerre nucléaire qui a déclenché un hiver nucléaire et un emballement de l'effet inverse d'un effet de serre pour le coup, donc qui a tout congelé, tout gelé. Donc elle essaie de démêler ce qui s'est passé et de fil en aiguille, elle se rend compte que cette fin de civilisation n'est pas naturelle et n'est pas normale. Il s'est produit quelque chose dont elle n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Donc tous les épisodes se déroulent sur une planète en particulier à chaque fois où il s'est produit quelque chose. Ensuite, donc pour l'année prochaine et normalement pour les prochaines aventuriales, donc en exclusivité, alors non pas mondiale, mais pour les aventuriales en tout cas, ça sera là. Il y a le projet Humanis, où je me suis imposé la contrainte de ne pas dépasser la vitesse de la lumière et de ne pas non plus tricher avec des trous de verre, où on suit deux humanités qui se font face à face. Donc une humanité, nous, Homo sapiens, qui est adaptée à l'exploration des planètes parce qu'on a besoin de la gravité, et une espèce humanis qui est, elle, adaptée à l'espace et qui a conquéri l'espace profond, dans les nébuleuses, sur les planètes lointaines, qui est adaptée à la pesanteur, qui ne survit pas vraiment à la gravité, et ces deux humanités que tout oppose et qui sont en conflit. Voilà. Pour ma part, je viens de sortir là en juin Terra Humanis, qui est le nom d'un parti politique, le premier parti politique mondial digital. Et l'objectif du livre, c'est de régler tous les problèmes de l'humanité au XXIe siècle, y compris et surtout le réchauffement climatique. Et ce sont donc des étudiants à la Cité internationale de Paris qui se donnent un petit peu ce challenge de trouver des solutions. Et il crée donc ce premier parti international, donc en moins d'un an, facilement, grâce à Internet et autres, il est créé dans tous les pays du monde. Ils vont fédérer un grand nombre d'artistes et autres qui vont leur amener des centaines de millions, voire des milliards de followers en quelques années. Et grâce à cela, ils vont essayer de contourner les systèmes politiques traditionnels, de faire pression et de développer des solutions à l'ONU en proposant un plan réfléchi et cohérent d'ensemble pour justement contrer ce réchauffement climatique et réaliser la transition énergétique. Et tout ça finit, c'est l'histoire du 21e siècle, donc c'est à l'échelle d'un siècle entier. Et on finit en 2109 avec la première rencontre interstellaire de l'humanité qui rencontre un peuple de réfugiés climatiques qui, eux, ont grillé leur planète. Et c'est la première rencontre finalement avec l'humanité. Donc ça tourne effectivement essentiellement autour du problème climatique, mais il y a aussi le problème social qui est réglé, le problème des guerres.
Et tout ça dans un contexte romancé, avec des assassins russes, avec des mallettes de billets, avec une guerre mondiale, avec voilà, beaucoup de rebondissements et de choses autour. Donc c'est une sorte de mixte entre une vraie réflexion sur le climat et les possibilités qu'a l'humanité au cours de ce siècle d'avoir une chance d'inverser la tendance, et puis en même temps ce côté romancé, romanesque, qui rend la chose un peu plus agréable et moins aride qu'un essai, si on avait écrit juste un essai avec des idées les unes à la suite des autres. Et donc ça c'est écrit déjà, ça vient de sortir, et je me relance dans la suite du Bâtard de Kosygin, ou plus exactement dans le premier tome du deuxième cycle de ce Bâtard de Kosygin, qui sera aussi le dernier, jusqu'à la découverte de la totalité de ce qu'il y a à découvrir sur l'histoire de ce personnage. Voilà. Tu prévois combien de tomes? Là, j'ai fait une première trilogie en 4 tomes. Et je pense, logique. Je pense réitérer. Alors moi, ma sortie de l'année, ça a été La Cité sous les cimes, vous l'aurez compris. J'ai également Orcast, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est dans le même univers, dans une partie un tout petit peu en dessous du pays qu'on décrit dans L'Ombre des Miroirs, où c'est 4 principautés qui abritent des êtres humanoïdes et animaux. Donc ils ont 4 totems avec 4 animaux dédiés, et plus ils ont de magie, moins leurs signes animaux se voient. Un peu comme l'île du Docteur Moreau, si vous voyez un petit peu, où les gens qui ont le moins de pouvoir sont les plus marqués d'un point de vue animal. Et on suit les aventures d'un homme qui est du totem du lynx, et qui lui n'a même pas de caste, il est décasté parce qu'il n'a même pas un gramme de magie. Donc il feule, il ronronne aussi beaucoup, il mord, il griffe. Ça en fait malgré tout un combattant assez sûr de lui, même si dans sa patrie on ne l'apprécie qu'assez peu. Et il va croiser le chemin d'un étranger qui, lui, vient d'un pays où les signes animaux, au contraire, sont magnifiés et qui sont le signe d'un immense pouvoir. Donc cet homme qui est, on va dire, qui est hors caste vers le haut, et cet homme qui est hors caste vers le bas vont se rencontrer, tomber amoureux, et à eux deux régler quelques soucis politiques qui ont lieu dans cette principauté, parce que eux n'étant pas régis par les règles extrêmement strictes et les codes très rigides des castes des principautés, vont pouvoir agir avec beaucoup plus de liberté. Et évidemment, l'histoire est avant tout une romance, donc c'est la découverte de 2 êtres qui ont chacun leurs blessures, l'un parce qu'il n'a pas de caste vers le bas, l'autre parce qu'il est trop casté. Et puis, à la fin, quand même, la résolution d'une belle énigme politique. Voilà. Et puis, en écriture, là, j'ai changé de braquet. Je suis sur un post-apo, mais un post-apo pas trop apo. On l'a appelé un soft-apo. Aussi changement climatique, mais là on est dans une centaine d'années, donc la situation, je vous l'avoue, n'est pas vraiment agréable, mais c'est pris de façon assez cool par les personnages qui ont toujours vécu dans ce monde qui est en train de se dégrader gentiment. La seule donnée un peu importante, ça a été que en fait, la Troisième Guerre mondiale, ça a été qu'en fait, on a arrêté Internet. Quelqu'un a fait sauter tous les clusters, tous les satellites. Il n'y a absolument plus d'Internet. Donc, vous imaginez, dans 50 ans, si on fait ce genre de choses, il y a ça risque de poser quelques problèmes. Donc, il faut réapprendre à vivre dans un monde où il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de matière pour refaire quoi que ce soit qui ressemble à de la technologie. Et puis, on va suivre un groupe qui avance, qui convoie d'une ville à l'autre différentes denrées, et qui va là aussi se retrouver face à un reste technologique assez embêtant pour eux. Cette histoire justement de faire chuter Internet, c'est le point de départ de Dark Angel aussi. De Dark Angel. Effectivement, c'est clair que
même sans peut-être attendre 50 ans, si du jour au lendemain on se retrouvait privé d'Internet, je pense qu'on aurait vraiment du mal. Je pense qu'il y a plus grave que d'être privé d'Internet, c'est d'être privé d'eau. C'est certain. C'est certain, oui. Donc c'est toute l'histoire de dealers de nuages. Les Suisses ont coutume de dire qu'il n'y a pas le feu au lac, pour dire qu'ils ont le temps, mais en fait là dans ce livre il y a vraiment le feu au lac parce que le lac n'existe plus, il y a plus d'eau dans le lac Léman. Et donc l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire revenir de l'eau, de quelle manière on peut le faire, quoi. Donc une pilote et son mécanicien ont déniché un vieux Canadair qui traînait sur une base aérienne française, l'ont ramené sur les bords du Léman, l'ont retapé. Et avec l'aide d'un expert météorologique un peu déjanté, ils le remplissent, au lieu de mettre de l'eau pour éteindre des incendies, ils mettent de l'eau mélangée à des sels d'argent pour ensemencer les nuages et créer une cellule orageuse et faire pleuvoir sur leur ville. Et donc c'est toute la thématique de l'eau qui est au centre de pas mal de préoccupations, et beaucoup en post-apo et beaucoup aussi en fiction climatique, et tout ce qui concerne en fait l'environnement, la pollution, etc. C'est une bonne source de suspense aussi, pour faire avancer justement. Oui, alors le lac Léman a séché, et quand on regarde la topologie, parce que j'ai mis la main sur des cartes en fait sur internet, topologie du fond du lac, ça fait un sacré terrain de jeu en fait pour jouer à Mad Max en fait à l'intérieur. Parce que le Canadair, pour le faire voler, il y a besoin de carburant. Alors le kérosène ne se conserve pas facilement. Donc on n'en trouve plus par exemple en France, donc l'essence se dégrade. Par contre, les Suisses, qui sont des experts dans la survie et qui sont des experts depuis toujours dans la défense, ce qu'ils appellent la défense passive, c'est-à-dire que dans les montagnes, ils ont creusé des bases aériennes, ils ont creusé des bases, ils ont creusé des réservoirs d'eau, de nourriture et notamment d'essence, d'essence aviation, de kérosène. Donc ils montent une expédition pour aller dans les montagnes, pour aller chercher du kérosène pour l'avion. Et donc évidemment ils vont se retrouver face à tout un tas de gens qui veulent les en empêcher, et notamment ce que j'appelle les croix noires. Les croix noires qui sont une sorte d'escadrille rivale qui est basée à Neuchâtel, de l'autre côté du lac, et qui eux essayent de voler les nuages que les survivants veulent ensemencer pour faire pleuvoir. Les nuages, c'est un beau concept. Vous avez quelque chose à ajouter au niveau, on revient un peu sur les conseils. Vous avez réfléchi éventuellement à d'autres choses que vous pourriez dire par rapport peut-être au développement des personnages, ou dans le cadre du suspense, ou l'attachement entre autres aux personnages. Bon, vous avez un petit peu évoqué, mais... Quand j'ai écrit Toxique, la toute première version, donc c'était il y a 10 ans maintenant, c'était en 2012. Avec Walrus. Avec Walrus, oui. Avec l'éditeur, on en avait parlé. Et donc ça s'est passé de cette manière. C'est l'éditeur qui m'a contacté parce que j'étais sur un forum, nous étions d'ailleurs tous les deux sur Cocyclix, un forum d'entraide à l'écriture. Je me sens exclu. Je suis absolument désolée. Et donc j'avais mis des extraits de ce texte qui à l'époque s'appelait pas Toxique, mais s'appelait L'humanité sur un plateau. Et en référence d'ailleurs à cet épisode de la 4e dimension, très vieil épisode de la 4e dimension en noir et blanc, où l'humanité arrive sur Terre, enfin des aliens arrivent sur Terre, ils font signer ce que les humains croient être un traité de paix, mais qui n'est pas un traité de paix, c'est un livre de recettes pour consommer les humains. Donc l'humanité ne sait pas ce qu'elle signe, et finalement les gens qui embarquent dans les astronefs après pour aller visiter les mondes aliens ne reviendront jamais.
Donc voilà, l'idée, c'était à la base un petit peu se baser un petit peu là-dessus, sur ce concept. Et donc j'avais publié des extraits et des éléments sur ce forum. Donc l'éditeur m'a contacté en message privé en me disant ce que tu fais, ça peut nous intéresser. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux développer? Est-ce que tu peux... Donc je leur ai dit j'ai un premier épisode qui est prêt, je vous l'envoie. Donc j'ai envoyé le premier épisode. Et d'emblée, l'éditeur me dit voilà, c'est simple, si tu veux que les lecteurs accrochent à ton histoire et soient d'emblée bien happés par l'histoire, il faut que tu tues un personnage qu'ils aiment bien. Donc je lui dis oui, mais lequel? Il y en a tellement. Et puis la personne me dit il faut vraiment que tu tues quelqu'un qu'ils aiment bien, pas que toi tu aimes, mais que le lecteur va aimer et que le lecteur va apprécier et va vouloir suivre. C'est un élément aussi qui joue un peu sur l'effet Page Turner, parce qu'on se dit finalement il peut arriver n'importe qui à n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est à double tranchant, ça. Oui, aussi, oui. Oui, bah, du coup, je rebondis. Je pensais tout à l'heure à ce que tu disais. Alors, est-ce que c'est mi-technique attachement au personnage, mi-la technique verbaire? Moi, c'est vrai que j'essaie d'avoir des personnages vraiment sympathiques, d'attacher le lecteur au personnage. Et puis, de temps en temps, il y en a qui meurent. Mais moi, c'est gratuit. Donc, vous ne saurez jamais qui meurt, pourquoi. D'ailleurs, eux non plus. Et comme en plus, je ne le fais pas dans tous les livres, bah voilà, vous aurez la surprise. Vous ne pouvez jamais vous dire ah, celui-ci, il va mourir, parce que vous ne saurez jamais pourquoi et vous ne saurez jamais dans lequel. Mais c'est une technique que j'aime bien. Pareil pour moi, mais c'est pas une technique et parfois il y a des personnages que je veux faire mourir et je n'y arrive pas. Ils résistent, ils me trouvent des moyens de les utiliser. Non, ils trouvent des moyens, ils me donnent des idées d'utilisation et du coup je peux pas les éliminer. Et à l'inverse, d'autres que je voudrais garder, je les ai travaillés parfois depuis assez peu de temps, mais je m'y suis attaché, je voudrais les garder. Et malheureusement, là, bah, ils meurent et je voulais pas. Je voulais pas les tuer, mais bon, bah voilà. Et ça, c'est le problème, bah, justement, et puis aussi de l'inspiration, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous vient, et les personnages qui vivent aussi leur propre vie ou leur propre mort dans le cas présent et qui nous échappent un petit peu parfois aussi. Vous êtes clairement des jardiniers tous les deux. Ah bah, oui, je suis même un jardinier dans la forêt avec des ronces partout et oui, c'est à peu près ça. Toi, tu planifies plus tes histoires? Ça dépend. Sur les romans, Humanis, je l'ai cascadé en 3 semaines. Donc, qu'est-ce que j'appelle la cascade? C'est quand on est happé dans l'histoire. Enfin, on y réfléchit pendant des mois. Et il arrive un moment où les personnages parlent tout seuls dans ma tête. Tout le monde raconte un peu son affaire. Il y a les dialogues qui se construisent. Il y a les images qui viennent, et il arrive un moment où la densité narrative est suffisante pour déclencher la cascade. C'est-à-dire que quand je vais m'y mettre, tout va sortir, le texte en intégrale va sortir en 3-4 semaines, et le texte est écrit. Moi, le premier jet est déjà écrit. Et donc oui, c'est effectivement ce que j'appelle la cascade. Oui. Donc tu écris très vite. J'écris très vite, donc ça c'est mon côté jardinier. Et par contre pour les séries, j'ai eu par exemple une commande entre guillemets. Là aussi ça s'est passé avec l'éditeur ActuSF qui malheureusement est en train de fermer ses portes. J'ai été contacté sur LinkedIn par une éditrice d'ActuSF qui m'a dit bon ben voilà, on veut lancer une série en numérique. Est-ce que tu serais partant pour nous proposer ou nous faire quelque chose? Donc, je lui ai dit oui, bien sûr. Et là, par contre, c'est beaucoup plus carré, c'est-à-dire qu'il faut un pitch, un résumé, un synopsis, il faut un plan détaillé, et il faut notamment connaître les no-go de l'éditeur. Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que tu veux écrire à la façon de Becky Chambers, ou est-ce que tu veux écrire à la façon de Arthur C. Clarke ou de Peter Hamilton ou de Alastair Reynolds? C'est pas du tout les mêmes cuisines, les mêmes ambiances. Parmi les no-go, il peut y avoir les questions de race, de sexe, de religion.
l'inclusion, hein. Si on introduit par exemple des personnages LGBT, on le signale à l'éditeur. Est-ce que pour lui c'est un problème ou pas? Donc, on a discuté de tout ça, donc j'ai mis en place des éléments des points de discussion, à savoir donc, ce qu'ils attendent, ce qu'ils n'attendent pas. Ensuite, j'ai produit un pitch allez, c'est tout petit, hein, le pitch, hein, ça va faire une dizaine de lignes au grand maximum. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? On met l'idée globale. L'idée globale, c'est une jeune femme qui est traductrice pour un vaisseau Sequoia. C'est-à-dire que le Sequoia ne parle pas, il ne parle pas le langage humain. Par contre, il émet comme toutes les plantes, il émet des pulsions chimiques, il émet des transmetteurs. Et elle a la capacité de comprendre ce que l'arbre dit. Et l'arbre est un vaisseau spatial, donc il faut lui dire où aller, quoi transporter, comment, etc. Mais c'est aussi une personnalité juridique, dans le sens où on peut on peut le juger. Et en l'occurrence, l'arbre est jugé pour trafic de drogue. Et à elle de essayer de trouver ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc. Donc ça, c'est le petit pitch en 10 lignes, où on présente le concept. D'accord ou pas d'accord. Là, en l'occurrence, ils étaient d'accord. Ensuite, on développe un résumé sur 2-3 pages, pas plus, ça suffit largement, pour détailler notamment le début, le développement et la fin. C'est-à-dire qu'il faut que l'éditeur comprenne où est-ce qu'on va en venir et où est-ce qu'on va atterrir. Et ensuite, le synopsis, bon là, c'est un travail plus conséquent qui dure... C'est vraiment de l'architecture. Là, c'est de l'architecture. L'architecture pure même. Et là, on développe épisode par épisode. Alors, pas scène par scène, parce que c'est... Ça me donne des frissons. Pas scène par scène, parce que c'est très compliqué, parce que le problème, quand on est immergé ensuite dans le récit, ce qui se produit, c'est qu'il y a forcément des choses nouvelles qui vont venir se greffer. Donc on va déplacer des scènes, on va changer des éléments, et ça s'est produit également sur cette série, hein. C'est un document, là, le synopsis, c'est un document d'une vingtaine de pages à peu près, où on va détailler épisode par épisode ce qui se passe jusqu'à la fin. Là, l'éditeur intervient comme un producteur interviendrait sur un script en disant là en rouge, non, ça va pas, en disant ça il faudrait que ça remonte au-dessus. Cette scène-là, déplace-la, mais là d'une autre manière. Cette révélation-là intervient trop tôt, il faut la descendre un petit peu dans la timeline pour ménager le suspense, par exemple. Donc voilà, et là, on a tout ce travail-là. Une fois que ce travail-là est fait et terminé, on engage l'écriture proprement dite, oui. Je regarde pendant que tu parles, je regarde les réactions de Fabien et de Marge. Moi, là, je suis en PLS. Hein, Alors, je fais ça uniquement pour les séries. Les séries, c'est particulier. Toxic, c'est 18 épisodes, c'est 6 volumes. C'est une série dont le premier épisode est sorti en décembre 2012, le dernier en 2018. Donc, il s'est passé 6 ans entre-temps. Si j'ai pas ma Bible de la série, si j'ai pas mon synopsis, si j'ai pas mon plan de travail, c'est impossible à faire. Parce qu'au bout de 6 ans, on change, notre écriture change, nous on change, on vit des choses aussi. Et on oublie forcément, parce que la mémoire est faillible, et on oublie des tas de détails, des tas de choses. Voilà. En même temps, par exemple, pour Le Bâtard, ça fait un moment que tu es dessus, finalement, toi aussi, hein, oui, puisque... Quand est-ce qu'est sorti le premier ? Alors le premier est sorti en 2014, en sachant que Le Bâtard, j'avais déjà travaillé dessus pendant 6 ans avant sur des jeux de rôle informatiques, sur des scénarios de jeux de rôle informatiques. Et donc, tous les éléments, je les garde en tête. Parfois, je tente de prendre des notes pour écrire des choses, et j'ai à la maison peut-être, je sais pas, une trentaine, quarantaine de pages de notes que je ne relis strictement jamais parce que je ne m'y retrouve de toute façon pas. Mais ça me fait, sur le moment, ça me donne une impression de sécurité. Et après, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais rechercher dans mes fichiers passés, quand j'arrive sur un moment où j'ai un doute sur un personnage, sur ce qu'il a fait ou autre, je vais tout simplement rechercher parce que par contre, j'ai une assez bonne mémoire de l'endroit où je peux retrouver les informations physiques ou ce qui lui est arrivé à tel ou tel moment.
Donc évidemment, j'utilise le petit encart de recherche et je vais dans le tome où je sais que ça se trouve et je recherche comme ça. Ça me fait perdre du temps, c'est vrai. Mais pas tant que ça finalement. Ouais, ouais. J'arrive pas quand j'essaye d'être architecte, j'ai essayé une fois parce que je pensais que ainsi j'irais plus vite. Parce que, je sais pas toi, mais je trouve ça très très consommateur de temps d'être jardinier. Parce que voilà, et on relit, on revoit, on se dit non, c'est plutôt ça, ou il faut que je revienne en arrière, et c'est une avancée qui est très lente et très difficile. Donc je me suis dit une fois, allez, on tente le coup, je vais essayer de prévoir tous mes chapitres, de savoir ce que je vais dire dans tous mes chapitres. Donc je l'ai fait sur une trentaine de chapitres. Ça m'a pris une semaine. La semaine suivante, je commence à écrire. J'étais même pas au tiers du chapitre 1, j'avais déjà commencé à écrire autre chose, avec un nouveau personnage qui était arrivé, avec quelque chose que j'avais prévu dans le chapitre 3 que j'avais mis dans... Je n'y arrive pas, j'arrive pas à faire autrement, ça vient et je peux pas ne pas écrire ce qui me vient. Je peux pas, je peux forcer. Je rigole parce que en fait depuis que j'ai chargé Scrivener, comme beaucoup d'auteurs, j'ai essayé de travailler aussi comme ça. Je me rends compte que c'est pareil, à chaque fois que je fais un synopsis, je pars en vrille très très vite. Alors j'ai fait une fois un essai d'architecte. On essaie tous quand même au moins une fois de se dire allez, nous aussi on peut. Bon, bah, c'est très bien, c'est dans un carnet, mais du coup ça m'intéresse plus du tout de l'écrire parce que tout ce qui était de l'ordre de la découverte est passé. Ça y est, je sais tout, donc ça m'amuse pas. Alors bon, je fais peut-être un peu du jardin à la française quand même. J'ai quelques bornes. En général, je commence avec quelques... Bon, là, par exemple, dans l'ombre des miroirs, je savais qu'au début, le personnage marchait tout seul sur la route avec ses bottes qui étaient en train de se désemeler, que vers le milieu, il serait suspendu au-dessus d'un fleuve de lave, et puis qu'à la fin, il y avait un duel. Bon, en tout, il y a eu 900 000 signes qui sont passés par là. Mais j'avais des bornes, c'était bien. Et je savais qu'à un moment, ça allait arriver. La question, c'était comment tu vas arriver au fleuve de lave, sachant qu'il marchait tout seul dans la pampa. Alors là, par contre, moi, je ne fais pas de synopsis, mais je fais une carte. Comme tout se passe dans le même univers, en fait, c'est des fois pour relier, voir un petit peu les distances. Dans l'ombre des miroirs, j'y suis carrément allée à la carte et par homothétie pour voir combien de temps duraient mes voyages à cheval, en voiture, sachant que je me suis en plus totalement plantée. Il y a une prof de maths derrière qui m'a dit « c'est pas possible, tes gars à pied vont plus vite que tes gars à cheval ». Mais l'intention y était, en tout cas. Et voir aussi quel pays je mets à côté desquels, c'est plus mon plan pour voir un peu quelles relations les différents bouquins et du coup les différents personnages entretiennent les uns avec les autres. Et ça aide beaucoup au niveau de la mixité aussi, de la diversité, de savoir qui va voyager où, pourquoi, qui a quelles ressources, à quel moment. Dans Orcast, en fait, mon continent principal pour l'instant a un nord, un sud avec l'équivalent de la cordillère des Andes entre les deux. Donc on voyage assez peu de l'un à l'autre, sauf une enclave où des petits malins ont monté un comptoir et on sait que tout passe par ce comptoir. Et d'ailleurs, une grande partie de Orcas se passe dans ce comptoir. Et à partir de là, évidemment, on peut partir à droite, à gauche. Donc la carte, pour moi, on va dire c'est mon plan, mon synopsis intégral de mon univers, mais au-delà, personnage par personnage, c'est pas possible. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, s'ils veulent d'ailleurs. Toi, tu as des problèmes à les faire mourir. Moi, j'ai du mal à les faire tomber amoureux. C'est va faire un bisou à ton camarade. Non, bon, désolé, on va trouver autre chose. Voilà. Moi, à la fin des secrets du premier coffre, il y a une petite pièce de théâtre d'aventure qui est un marivaudage. Et je me suis réveillé un matin avec la première phrase en tête. Et j'avais juste la première phrase en tête et elle me plaisait, cette première phrase. Donc j'ai commencé cette première phrase et en fait, les personnages sont venus logiquement. Les uns, je ne savais pas du tout qui devait faire quoi, comment, quel était le... Rien du tout, j'avais juste une phrase. Et j'ai commencé avec ça. Et les personnages sont venus très logiquement, les uns après les autres, pour construire une pièce en 3 actes et 3 scènes chacun. Et pareil, ça c'est venu comme ça.
Et avec, je savais même pas quels étaient les, j'avais pas de fleuve de lave. Voilà. Et c'est à la fois hyper agréable parce que effectivement on est surpris tout le temps et on est dans la création et la surprise. C'est aussi très naturel, je trouve, pour le lecteur parce que c'est pas formaté du tout, donc il peut se passer plein de choses, mais sans que ce soit des ressorts habituels. Justement, ça c'est positif. En revanche, ben, parfois c'est sans doute moins construit et moins efficace sur certains domaines, ou peut-être moins carré peut-être sur certains passages. Et il y a des avantages des deux côtés sans doute. Après, alors ce que je vais dire, c'est peut-être un petit peu personnel, mais j'ai été une très grande consommatrice de cinéma et de séries. Et je me rends compte que je ne suis plus capable de regarder grand-chose parce que les 3/4 du temps, comme elles sont très formatées, je commence à regarder le début et je vois où ça va. Et du coup, je m'ennuie. Et il suffit d'une publicité, il suffit d'un oiseau qui passe dans le jardin et je vais éteindre et je vais passer à autre chose. Parce que justement, c'est trop formaté. Et d'une certaine manière, c'est peut-être une chose, un gros avantage qu'ont les auteurs français, c'est qu'ils travaillent de manière beaucoup moins formatée parce que d'abord, il n'y a pas trop encore de chez nous de script doctor qui passent derrière tous les romans pour justement les formater, dire il faut que ce soit comme ci, comme ça, parce que sinon le lecteur il va décrocher. Mais en fait, à trop formater, au bout d'un moment, notre esprit inconsciemment, je pense que c'est le cas pour beaucoup, surtout quand on consomme énormément, finit par décoter justement inconsciemment et on s'ennuie. En tout cas, bon, en tout cas, je vous garantis une chose, c'est qu'aller lire, vous ne vous ennuierez pas et que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à lâcher leur roman, que ce soit les uns ou les autres. Je vous encourage à aller faire un petit tour à la librairie et puis chez 1115 pour voir Marge. Je vous remercie tous les trois.